Bonjour et bienvenue pour cette exploration assez pointue du trading algorithmique. Bonjour. On va s'appuyer sur des éléments d'un ouvrage, Algorithmic Trading, pour essayer de décortiquer les concepts clés, les trucs un peu surprenants et surtout les pièges. Oui, parce qu'il y en a. D'ailleurs, fait intéressant, certaines stratégies qu'on nous vend comme hyper rentables sur le papier Mhm. cachent parfois de grosses failles. C'est ça qui est trompeur. Exactement. Et l'analyse historique, le fameux backtesting, c'est la base pour évaluer une stratégie. Indispensable, oui. Mais voilà, comme le disent les sources, ça a ses limites. Vraiment, il faut une lecture critique, sinon on se fait avoir. Bon, alors, allons-y. Décortiquons ça. Un premier gros piège, c'est le biais de survie. Ah oui, celui-là, il est classique. Imaginez, on teste une stratégie, mais seulement sur les actions qui existent encore aujourd'hui. En oubliant toutes celles qui ont disparu et qui ont fait faillite. Exactement. Du coup, les résultats sont artificiellement optimistes, quoi. Carrément. Les sources donnent un exemple assez fou. Une stratégie toute bête, genre acheter bas, vendre haut, testée en 2001. Sur des données biaisées, ça donnait un gain théorique de 388%. Impressionnant sur le papier. Sauf que la réalité, ça aurait été une perte de presque 100%. Voilà, ça change tout. Et ça, c'est juste un biais. Il y a aussi l'autre écueil majeur, le data snooping. Le data snooping, la suroptimisation, c'est ça? C'est ça, la tendance à tellement bidouiller un modèle qu'il colle parfaitement, mais alors parfaitement, aux données passées. Le risque, c'est qu'il apprend juste le bruit, le hasard du passé. Exactement. Il capture du bruit aléatoire, pas une vraie logique de marché. Et dès qu'on lui donne de nouvelles données, Il s'effondre. il échoue lamentablement. Ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est que les sources suggèrent que des modèles simples, parfois même linéaires, Comme la formule magique de Greenblatt, juste deux facteurs. oui par exemple, ces modèles simples sont souvent plus robustes, peut-être parce qu'ils cherchent une vraie logique fondamentale, pas juste à coller au passé à tout prix. Mais alors, comment on valide vraiment une stratégie si le passé est si trompeur? Ben, la clé, c'est les tests sur des données futures, des données que le modèle n'a jamais vues pendant sa création. C'est ce qu'on appelle le test out of sample. Hors de l'échantillon de départ. Voilà. C'est crucial pour voir si ça tient la route en conditions réelles ou quasi réelles. D'accord. Bon, admettons qu'on évite ces pièges. Quelles sont les grandes approches décrites? Il y a le retour à la moyenne, c'est ça, mean reversion? Oui, une grande famille de stratégies. L'idée de base, c'est que les prix, quand ils s'écartent beaucoup de leur moyenne historique, Oui, ils ont tendance à y revenir. c'est ça. L'analogie de la malédiction de Sports Illustrated dans les sources est assez drôle, je trouve. Ah oui, l'athlète qui fait la couverture après un super truc, Et la saison d'après, paf, il revient à des performances plus normales. plus moyenne. C'est une bonne image. Et en trading, ça donne quoi concrètement? On peut parier sur le retour à la normale de paires d'actifs qui sont liés mais qui ont divergé temporairement. Genre des ETF de pays similaires, Australie et Canada, c'est ça l'exemple. Exactement. Si leur prix s'écarte trop, on parie qu'ils vont se rapprocher. Intéressant. Et à l'opposé de ce retour à la normale, il y a l'autre grande idée, le momentum. Tout à fait. Le momentum, c'est l'inverse. On parie que les tendances récentes vont continuer, Ce qui monte continue de monter, ce qui baisse. continuent de baisser. On surfe la vague, quoi. Les sources disent que ça peut marcher, mais attention, Attention à quoi? au momentum crashes. Ces stratégies peuvent se casser la figure, mais violemment. Surtout après des crises financières. Ah oui, L'indice S&P DTI sur les matières premières, qui suit une stratégie momentum, en est un bon exemple après 2008. Ça a été brutal. d'accord. Et j'ai vu aussi qu'on utilisait même le sentiment des news. Oui, c'est fascinant. Des algos analysent le ton des articles de presse pour essayer de prédire le momentum. C'est devenu un facteur parmi d'autres. Les sources parlent aussi très vite du trading haute fréquence, HFT. Juste un mot là-dessus. Oui, très rapidement. L'idée, c'est vraiment la vitesse. Une des techniques, c'est d'analyser le carnet d'ordre en temps réel. La liste des achats et ventes en attente. C'est ça, pour détecter des micro-déséquilibres entre acheteurs et vendeurs et prédire les mouvements de prix dans la fraction de seconde qui suit. Ça demande une techno de pointe, évidemment, pour être le plus rapide possible. Mais si je comprends bien, les risques ne sont pas que dans les stratégies elles-mêmes. La gestion du risque peut aussi poser problème. Exactement. Et c'est un point assez contre-intuitif que soulignent les sources. La gestion du risque peut, paradoxalement, créer du risque pour tout le système. Comment ça? Mais prenez les règles qui obligent certains fonds à garder un levier constant, un ratio fixe entre dette et actifs. D'accord. Si le marché baisse, la valeur de leurs actifs diminue. Pour maintenir le ratio, ils sont obligés de vendre. Ils vendent alors que ça baisse déjà.
Voilà. C'est le selling into losses. Ils vendent dans la baisse, ce qui accentue encore la chute des prix pour tout le monde. Et ça a joué un rôle dans certaines crises? On a cité ça comme une des causes des problèmes de certains fonds quantitatifs en août 2007, par exemple. Ça peut amplifier les mouvements. Bon, alors si on essaie de résumer un peu tout ça, le trading algo, c'est clairement un monde complexe. Fascinant, mais complexe, oui. Le backtesting, on a vu, c'est la base, mais attention aux pièges, biais de survie, data snooping, Absolument. Il faut être super critique. et les stratégies elles-mêmes, que ce soit le retour à la moyenne ou le momentum, elles ont leur logique, leurs avantages. Et leurs risques bien spécifiques, comme ces fameux momentum crashes ou les changements de régime de marché qui peuvent tout bouleverser. Ce que l'auteur des sources semble dire au final, c'est que les chiffres et les backtests, c'est bien, mais ça ne suffit pas. Non, pas du tout. Il insiste beaucoup sur l'expérience pratique, le fait d'apprendre de ses erreurs et surtout une compréhension vraiment profonde des mécanismes du marché qui sont derrière les stratégies. C'est ça le plus important, bien plus que les beaux résultats passés. Et ça mène à une dernière question, peut-être pour réfléchir. Si on ne peut pas se fier aveuglément aux performances passées, qu'est-ce qui fait vraiment la différence entre une stratégie algo robuste qui va tenir dans le temps et une autre qui va finir par échouer face aux aléas du marché réel? C'est la grande question. Peut-être que la clé, comme le suggèrent un peu les sources, c'est de passer autant de temps à comprendre les failles potentielles d'une approche qu'à comprendre la stratégie elle-même. Qu'en pensez-vous, Evelyne? Je crois que c'est une excellente conclusion. Comprendre les limites, c'est peut-être ça la vraie sagesse en trading algorithmique.